J'ai toujours aimé la chasse et plus particulièrement celle de la sauvagine. Pourtant, j'ai toujours aimé les animaux et tout ce qui tournait autour. Comment expliquer qu'on puisse, avec la même passion, chasser les animaux et les aimer? C'est ce que j'appelle le paradoxe du chasseur. Et ce questionnement-là, le présent court-métrage tente d'y répondre. Sébastien, tu es biologiste, tu es quelqu'un qui est passionné des animaux, mais tu chasses. Comment t'expliques ça? Comment c'est venu d'abord la chasse? Bien, de mon côté, les premiers contacts que j'ai eus avec la nature, c'est via la chasse. Donc, pour moi, c'est intimement lié. Pour moi, ça vient tout ensemble. Puis, comme je dis souvent, je ne serais pas biologiste aujourd'hui si mon père ne m'avait pas amené chasser le canard avec lui. Puis à ta question, comment on peut chasser puis en plus aimer les animaux, je pense que ça vient de l'amour de la ressource. On pratique une activité qui est une passion, qui vient chercher nos émotions. Et ce qu'on veut, c'est revivre ça, jour après jour, après jour, après jour. En 2024, la principale menace à la destruction des habitats, c'est le décrochage nature. Et moi, je vois la chasse comme un des multiples moyens pour raccrocher les gens à la nature, raccrocher les jeunes, les amener ailleurs qu'en face de leur écran, puis en face de leurs jeux vidéo. Il y a d'autres moyens aussi de raccrocher la nouvelle génération à la nature. Il y a l'ornithologie, il y a la marche, il y a l'escalade, donc toutes les activités qui se déroulent en plein air. Puis la chasse en fait partie de ces moyens-là pour faire en sorte que les gens s'intéressent à la nature, aillent dehors et aiment ce qu'ils voient, puis aient le désir de le protéger dans l'intérêt des générations futures. Back. La régulation des populations est souvent un argument qui va dans les deux sens. Pour les chasseurs, dans le sens où la chasse permet de réguler les populations qui pourraient être autrement problématiques. On pense aux cerfs de Virginie, les accidents d'automobile, on pense à la Grande Oie des Neiges avec la destruction par elle-même de son habitat. Et c'est souvent un argument qui est utilisé par les gens qui aiment moins la chasse pour dire que ce n'est qu'un prétexte pour se livrer à la chasse. Ton opinion, c'est quoi là-dessus? En fait, je ne suis pas d'accord avec le fait que les populations qu'on va chasser sous prétexte qu'on régule les populations. Il y a eu vraiment des enjeux réels de conservation qui ont été associés à de la surabondance d'espèces. La Grande Oie des Neiges est un excellent exemple. Et puis, il faut savoir aussi que les populations de sauvagines, entre autres, sont extrêmement bien gérées. Il y a des inventaires aériens qui sont faits à tous les ans, puis c'est géré à l'échelle continentale. Et c'est géré par des biologistes d'expérience. Donc, puis on le voit avec la bernache du Canada en ce moment. Là, il y a une limite à 2 bernaches du Canada par personne par jour pour justement protéger la bernache migratrice, qui est un peu plus en difficulté ces jours-ci. À l'inverse, on augmente les limites pour la bernache résidente, qui cause, elle aussi, des enjeux de cohabitation. Puis, donc, la limite de 10 a été instaurée justement pour ça, pour faire en sorte qu'on diminue les enjeux de cohabitation qui sont associés à la bernache résidente. Donc, on a un parfait exemple avec une même espèce, des limites différentes pour tenir en compte de réalités de population qui sont totalement différentes.
La chasse comme outil de rapprochement de la population avec la nature, au même titre que d'autres activités, dans le but ultime de protéger les habitats où vit la faune. J'avais pas pensé à celle-là. Go! Pas trop, les gars, là. On mettra du foin par-dessus. Mon ami Marc Bois. Vote à gauche, en faveur du contrôle des armes à feu, amoureux fini de la nature. Et pourtant. Par là. Marc, tu es un passionné des animaux, tu es un ornithologue accompli. Tu as une page Facebook, puis YouTube surtout, Vimeo aussi sur les oiseaux qui est passionnante. Mais tu chasses. Comment tu expliques ça, le paradoxe là, d'admirer la nature mais de chasser en même temps? Ben moi, François, je vais te dire que je ne vois pas ça nécessairement comme un paradoxe. Ça dépend de notre interprétation qu'on donne aux choses, puis ça dépend aussi de la définition des choses. J'aime ça comment tu as posé la question, parce que tu dis que j'aime les animaux. Pour t'illustrer ça, je vais te faire une analogie. Mettons un individu qui vient de gagner un gros héritage. On va l'appeler François. Merci. Puis François pourrait prendre son héritage, puis acheter des blocs ou placer son argent pour la faire fructifier, puis avoir encore plus d'argent, puis tout ça. Mais François aime la nature, puis François, il achète un terrain, un domaine en Beauce, un beau domaine boisé. Puis, sur ce domaine-là, il se promène là durant l'été, il va voir les oiseaux, il écoute les grenouilles, il amène ses petits-enfants, il ramasse des champignons, ils sont là en famille, il y a un beau petit chalet là-dessus, il fait un petit feu de bois quand il revient. Alors, François est heureux dans son domaine. Mais François, au mois de novembre de chaque année, prend sa scie mécanique, puis il coupe une dizaine de cordes de bois pour chauffer son petit poêle à bois qui est dans son camp, parce qu'il aime entendre crépiter le bois, puis il aime l'odeur de la résine, et ainsi de suite. Est-ce qu'on va dire François n'aime pas les arbres parce qu'il a coupé du bois? Jamais on va dire ça, parce qu'on ne reconnaît pas les arbres comme étant des êtres vivants. Pourtant, c'est des êtres vivants, puis François, indéniablement, aime la nature. Ben moi, je me vois un petit peu de même. La question que tu posais, c'est t'aimes les animaux, comment tu fais pour chasser? Qu'est-ce que ça veut dire aimer les animaux? Aimer les animaux, ça peut vouloir dire aimer les animaux de compagnie, aimer ça, les flatter, se faire licher par eux autres, se faire coller, leur faire des finesses. Mais ça peut vouloir dire aussi aller les observer en nature. Ça peut vouloir dire écouter leurs chants, essayer de les identifier, de les prendre en photo. Alors moi, j'aime tout ça. Et j'aime aussi les animaux de compagnie. Mais j'aime aussi chasser les animaux. Certains animaux, pas tous les animaux, bien sûr, certains animaux qui sont réputés pour leur valeur gastronomique. Et j'aime les manger aussi, comme François coupe du bois, puis qui aime son petit feu de bois. Alors, c'est pour ça que je n'y vois pas un paradoxe. Et puis, dans le cas de la chasse, bien, au lieu d'être seulement en contemplation, on est en action. Là, on se sert de toute notre connaissance qu'on a sur la nature pour aller récolter quelques gibiers pour pouvoir faire des bonnes bouffes. Bonnes bouffes qu'on ne pourrait jamais avoir nulle part. Nulle part. Et si j'ai quelque chose que je remercie au point de vue de la gestion de la faune au Québec et probablement au Canada, c'est qu'on ne peut pas commercialiser
la faune sauvage. Alors, des ragoûts de chevreuil, par exemple, vous n'aurez pas ça dans un restaurant. Vous allez avoir du chevreuil d'élevage, mais pas du chevreuil sauvage. Vous n'aurez pas de perdrix. Vous ne pouvez pas manger de perdrix. On ne peut pas manger de truites mouchetées ou de saumon de l'Atlantique sauvage. Alors, quand on fait un repas avec des animaux sauvages, c'est unique. Ça faudrait une fortune dans un restaurant. Alors, imaginons là, un petit ragoût de chevreuil au cèpe d'Amérique, et puis une petite entrée de bécasse à la royale avec un bon petit vin rouge. Jamais on n'aura ça nulle part. Alors, voilà pourquoi j'aime la chasse. Pourquoi je ne considère pas que c'est un paradoxe, mais que c'est plutôt une continuité. Si je résume la pensée de mon ami Marc, il n'y aurait pas de paradoxe dans le fait d'admirer la nature tout en prélevant une partie pour nos fins, en autant que ce soit fait de manière éthique. D'ailleurs, parlant d'éthique, on se demande parfois si les chasseurs font des efforts pour que le prélèvement se fasse d'une manière appropriée. Pierre Lapointe, tu fais une sortie ce matin avec des gens de l'Association des sauvageonniers de la Grande Région de Québec. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Bien, pour donner, c'est des gens qui débutent, là, ils font partie d'un programme d'initiation à la chasse à la sauvagine de différents niveaux. Ça m'arrête un peu. On les entend tirer. Ils viennent d'en récolter 2. Oui. Ben oui. Fantastique. Écoute, c'est des affaires qui arrivent. Puis qu'ils sont là, oui, c'est ça. Ils sont là pour apprendre une éthique de chasse là, pour le programme d'initiation à la chasse. C'est des gens qui commencent à chasser là, au niveau de la sauvagine. Il y a des chasseurs qui sont déjà très familiers avec le milieu de chasse, mais au niveau du chevreuil, puis le petit gibier, puis l'orignal. Mais la sauvagine, c'est un petit monde un peu particulier parce que c'est différent. C'est des chasses de groupe, puis étant donné qu'on est des chasses de groupe, on se côtoie beaucoup dans des champs, comme vous avez pu voir, là, dans des champs agricoles ou des terres ou au bord du fleuve. Ça prend une éthique un petit peu particulière pour être capable de se côtoyer avec une bonne harmonie là, entre les chasseurs. Puis c'est une partie bien importante pour le respect de chacun. Puis aussi, quand on chasse sur des terres qui sont la propriété privée pour des cultivateurs, comme là, ici, on est dans un milieu agricole, il faut respecter aussi ces milieux-là. Donc, il y a une éthique aussi à respecter dans ce sens-là. Quand on emprunte ou quand un propriétaire va nous donner accès à ces terres, bien, il faut respecter ça, puis respecter son terrain, son territoire, puis pas laisser tous nos déchets ou des choses quand on fait des caches ou on va faire du tir, comme vous avez pu entendre. Bien, après la chasse, quand la chasse est terminée, bien, c'est important d'aller ramasser tous les résidus que notre chasse va avoir produits. Là. La question qui tue, Pierre. Oui. Tous les chasseurs que je connais aiment la nature, aiment les animaux, oui, mais vont à la chasse. Oui. Comment t'expliques cette contradiction-là? C'est juste un équilibre faunique à quelque part. La chasse, c'est pas moi qui l'ai inventé, puis c'est pas la génération qui me précède. Ça date des millénaires. La chasse, c'est un besoin au niveau... ça a été créé un besoin au niveau alimentaire, mais ça devient aussi un équilibre faunique. Le regroupement des sauvageonniers en association dans le but de favoriser la transmission des connaissances et de l'éthique de la chasse. Pierre nous parle aussi de tradition, et c'est vrai, la chasse de la sauvagine est ancrée loin dans nos noces, où nos ancêtres devaient, en compagnie de nos frères et de nos sœurs des Premières Nations, utiliser le gibier pour survivre. Ces traditions-là de chasse se poursuivent de nos jours. Prenez votre temps. Quand je vous le dis, là, go!
La chasse à Grande-Oie-des-Neiges est quand même ancrée dans ta famille depuis un bout de temps. Mais tu es un gars qui aime la nature, qui aime faire des images de la sauvagine. Comment t'expliques le paradoxe un peu, là? Effectivement, j'ai une bonne passion pour la photographie des oiseaux, que ce soit les canards, les outardes, les bernaches. J'aime les prendre en vidéo et tout ça. J'ai un grand respect pour cet oiseau-là, d'ailleurs. Mais il y a quand même un petit côté aussi qu'on les aime les prendre en photo, mais le lendemain matin, on s'en va à la chasse, puis on utilise une arme à feu, un petit côté un petit peu plus morbide de la chasse, mais pour nous, je suis né dans une famille de chasseurs de Cap-Tourmente. À l'âge de 4 ans, mon grand-père nous amenait en 4 roues sur la batture. On dormait dans la cache à cet âge-là, puis on entendait des coups de fusil. Ça a toujours été normal, les récoltes d'oies des neiges. À l'époque, ma grand-mère, mon grand-père, ça vivait pas sur l'or, puis croyez-moi, on en a mangé des pâtés à l'oie blanche, puis des saucisses, puis ce que vous voulez, là, les produits transformés de la chasse à la sauvagine. Donc, à mon humble avis, la vision de la chasse va être surtout en fonction de peut-être le parcours du sauvagier. Une personne qui a commencé à chasser plus vieux, à 36 ans, versus quelqu'un qui a commencé à chasser en plus jeune âge. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la façon de voir les choses. Moi, je crois que malgré le côté qui peut être un peu plus, comment je pourrais dire, relié à la mort, il y a quand même moyen de faire une belle chasse à l'oie blanche, prendre une belle photo, placer les oiseaux, que ça soit propre, respectueux pour le gibier, quitte à mettre ça dans un tas, dans une boîte de pick-up comme de vulgaires déchets. Il y a moyen de, malgré le geste qu'on donne la mort à un oiseau, il y a quand même moyen, je crois, de faire ça là, de manière propre. Puis ainsi, éviter de choquer les gens dans la société qui aiment un petit peu moins la chasse que nous, les passionnés, en tant que sauvagiers. Il faut faire attention à ça. C'est beaucoup de gens qui commencent de plus en plus à resserrer l'étau sur nous, les chasseurs de sauvagines. Et je crois que c'est justement plus important que jamais en ce moment de maintenir notre sport en action, continuer à pratiquer la chasse pour ainsi continuer à avoir le droit d'avoir des armes à feu et ainsi continuer à chasser. La chasse, donc, issue d'une longue tradition au Québec, mais pratiquée et exposée de manière respectueuse. Ceci étant dit, l'avenir de la chasse, ça ressemble à quoi? Y a-t-il de l'avenir dans la chasse? C'est quoi l'avenir de la chasse? Ce qui existe? Moi, je suis convaincu qu'il y a de l'avenir dans la chasse. D'ailleurs, on voit de plus en plus de jeunes qui chassent, de femmes qui chassent, de la chasse qui se fait en famille. La chasse, la façon dont la chasse est pratiquée est peut-être différente d'avant. L'approche est peut-être différente aussi, puis ça devient de plus en plus une activité globale. Les familles vont marcher en forêt, vont récolter des champignons et puis vont récolter 1 ou 2 perdrix, puis vont venir et vont cuisiner ça en famille. Ça, c'est peut-être comme je vois le changement au point de vue de la chasse. C'était une activité exclusivement masculine il n'y a pas si longtemps, je pense. C'était une activité qui était exclusivement masculine et qui a évolué aussi. Là. Quand j'étais plus jeune, on ne chassait pas comme activité de loisir. On chassait pour aller chercher de la viande. On allait chercher un orignal pour manger pour l'hiver. Et puis, souvent, c'était un groupe d'hommes qui partaient, puis ils prenaient un coup, puis ils en profitaient pour relâcher ensemble. Maintenant, c'est plus ça. Nos connaissances au point de vue de la nature sont plus grandes, puis on recherche une activité plus globale. En conclusion, les chasseurs que j'ai rencontrés tout au long du tournage de ce film-là sont loin d'être les bêtes sanguinaires que certains se plaisent à décrire. Est-ce que la chasse a encore une place dans notre société? Plus que jamais. Ça nous rapproche d'une nature toujours plus éloignée, qui nous donne le sentiment d'appartenance à cette nature et le désir de la protéger pour les générations futures.